cette interview. Dans l'ordre, donc c'est mon collègue qui va commencer la présentation sur tout ce qui est éducation. Je t'ai déjà présenté aux participants présents, je me suis présenté également. J'ai évoqué donc le Conseil de sécurité d'aujourd'hui qui fera peut-être évoluer la présentation et le fait que nous mettrons à jour les éléments d'ici la fin de la semaine. Et là, je te relaisse la main pour commencer ta présentation. Parfait, merci. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on a ce conseil de sécurité spécial Covid là, qui a démarré également à 10 heures. C'est vrai qu'on avait programmé cette date de webinaire en espérant avoir les dernières actualités avant. On ne voulait pas le faire plus tard dans la semaine parce que la rentrée scolaire est mardi. Et sachant que là, l'idée, c'est d'aborder la rentrée scolaire, mais pas que. C'est pour ça qu'on n'a pas mis scolaire dans le titre. Aussi, justement, pour voir les règles d'évolution. Tu as de nouveau un problème de son. Là, c'est bon ou pas? Oui. D'accord. Je suis désolé. C'est pas le PC avec lequel j'ai l'habitude de travailler et du coup, voilà. Bon, je vous prie de m'excuser. J'espère que ça va pas trop gâcher la présentation. Donc voilà, donc l'idée c'était de faire cette date suffisamment en amont, mais pas trop tardivement non plus, pour que vous ayez les informations à temps, mais de retarder au maximum pour avoir les dernières informations. Et forcément, le Conseil de défense de sécurité a lieu ce matin. Donc on mettra à jour les documents vendredi, et puis on refera une mise à jour lundi si besoin sur le site du centre de gestion. Vous verrez à la fin de la présentation, je vous mets le lien du site, de la page du site qu'il faudra consulter. Donc, de ce que j'ai pu entendre, avant de me déconnecter, Thomas vous a un peu présenté, peut-être pas, enfin, il a présenté le rôle et la répartition de la parole. Les sujets qu'on va aborder, donc moi je vais vous présenter plutôt tout ce qui concerne la rentrée scolaire. Et puis Thomas, lui, justement, vous présentera un peu les dernières informations sur la transmission aéroportée du virus, dont on a pu entendre parler ces dernières semaines, et qui a justement en partie justifié l'obligation du port du masque. Et puis, il présentera également l'évolution des règles sanitaires dans le cadre professionnel, même s'il est encore, pour l'instant, on n'avait qu'un communiqué de presse suite à la réunion entre le ministre du Travail et les partenaires sociaux du 18 août. Donc là, je pense que le guide sortira fin de semaine, début de semaine prochaine au plus tard. Et puis, à la fin, les références, c'est justement les sites Internet que vous pouvez consulter qui nous ont permis d'étayer cette présentation. Donc, en ce qui concerne le guide ministériel pour la rentrée. Et autre point, tant que j'y pense, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On sera vigilant et on apportera les réponses, bien entendu, au fur et à mesure, pour essayer justement de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous posez. Donc, le guide. Le guide commence justement par expliquer qu'il a besoin, et d'où l'intérêt aussi de cette présentation, d'une collaboration très étroite avec les collectivités territoriales. C'est vraiment un partenariat, mais ça vous avez l'habitude pour ceux qui gèrent les écoles, partenariat éducation nationale et fonction publique territoriale. Ce guide, globalement, s'intéresse aux élèves et au personnel. Il est relativement bien fait au sens où les évolutions principales sont en orange, donc ça évite déjà, il est assez court par rapport à d'autres guides, il ne fait que 7 pages, et les évolutions sont notées en orange, donc comme ça on n'a pas on peut vraiment repérer directement les différences. Après, effectivement, il a été publié en août, mais il a été réalisé, la date de réalisation c'est le 9 juillet, une période plutôt calme par rapport au virus, où la propagation du virus était plutôt en phase descendante, alors que là on aurait peut-être un petit rebond. Donc voilà, peut-être avec des changements à venir, ou en tout cas des éclaircissements sur le port du masque en collège-lycée, même si ça nous concerne moins, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent que l'application doit tenir compte du contexte de chaque établissement. Voilà, c'est des grandes règles, mais bien entendu, chacun peut l'adapter en fonction des contraintes de sa structure. Et les accompagnateurs, maintenant, peuvent rentrer dans l'établissement scolaire. Alors, plutôt accompagnateur scolaire, on reviendra sur les parents, accompagnateurs pour les sorties scolaires ou les activités, et aussi les intervenants. Voilà. Ils peuvent rentrer, par contre, bien entendu, nettoyage, désinfection des mains et masque obligatoire pour ces personnes extérieures à l'établissement scolaire. Alors, voilà, la diapositive suivante, par rapport à la distanciation physique, elle n'est plus obligatoire. Oui, voilà, on a un petit... Hop.
Voilà, la distanciation physique n'est plus obligatoire dans les espaces clos lorsqu'elle n'est pas possible. Alors, si vous pouvez, il faut l'appliquer, il faut essayer de la respecter, mais si elle n'est pas possible et qu'elle ne permettrait pas d'accueillir l'ensemble des élèves, il n'est pas obligatoire de la respecter. L'idée, bien entendu, en cette rentrée scolaire, c'est d'accueillir tous les élèves, vous l'aurez compris. Et ça, c'est valable pour tous les espaces clos, les salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines et internat, mais là, bien sûr, ça ne concerne pas les collectivités territoriales, en tout cas hors département et région. Donc, voilà. Donc, vous avez plus cette contrainte-là. Les espaces extérieurs, comme les cours de récréation dans les espaces extérieurs, la distanciation, pareil, physique, ne s'applique pas non plus. Et, bien entendu, vous devez organiser les salles, même si on ne respecte pas cette distanciation physique, en laissant un maximum d'espace possible. Et tous les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dans la classe. Alors ça, à l'origine, c'était uniquement quand la distanciation ne pouvait pas être respectée pour les enfants de plus de 11 ans, mais on reviendra sur le port de masque justement dans la diapositive suivante. En collège et lycée, c'est en permanence maintenant. Les parents, eux, doivent s'engager à ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre ou d'apparition de symptômes des Covid. Voilà. Chez les jeunes enfants, ça peut se traduire par de la fièvre, ça bien entendu, mais aussi une infection ORL. Donc le port du masque, qui justement est un peu le sujet là, de ces derniers jours. Hein. Donc il est dans ce guide-là, et ça n'a pas évolué. Hein. Les évolutions de la déclaration du ministre de l'Éducation concernent uniquement collège et lycée. Donc tout ce qui est inscrit dans le guide, et je pense que le guide sera réactualisé là d'ici la fin de semaine, j'espère avant la rentrée. En tout cas, tout ce qui est dans le guide et qui est hors collège-lycée reste valable. Donc, le masque est à proscrire pour les écoles maternelles. Moi, c'est clair et net. Même pour les enseignants, pendant le cours, il n'est pas obligatoire. Pour les écoles élémentaires, il n'est pas recommandé. C'est à proscrire en maternelle. En école élémentaire, ce n'est pas recommandé. Alors, la nuance est subtile, mais vous la comprendrez comme moi. C'est-à-dire qu'en maternelle, c'est non, et en élémentaire, c'est plutôt non. Par contre, des masques sont mis à disposition pour les enfants qui présentent des symptômes dans l'attente de leur départ. Voilà. Bien entendu, hein, si vous avez un enfant qui a des symptômes, il faut pouvoir l'isoler. Il y a tout un protocole à respecter par rapport à ça. Voilà, c'est un peu la même chose qu'en entreprise. Hein. Vous mettez la personne, vous lui mettez un masque et vous l'isolez en attendant que quelqu'un puisse venir le chercher. Et donc, dans les collèges et lycées, il est maintenant obligatoire dans les espaces clos et lors des déplacements. Dans les espaces aérés, c'est à l'appréciation locale, hein, c'est ce qui a marqué dans le guide, hein, et vu que là, la déclaration du ministre concerne les espaces clos, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc voilà, les espaces extérieurs, c'est en fonction de la situation et du choix du chef d'établissement ou de la collectivité. En tout cas, il est obligatoire pour les élèves. Donc pour les personnels, je l'ai dit, hein, en maternelle, pendant les cours, ce n'est pas nécessaire. Par contre, pour le personnel d'entretien, on peut considérer qu'ils se déplacent, donc ça peut être intéressant de leur mettre. Il n'y a pas forcément de consigne par rapport à ça. Il y a une consigne sur les enseignants, mais pas sur les ATSEM éventuellement. Mais les ATSEM, elles, pardon, excusez-moi, les ATSEM, elles, font partie du cours, donc elles n'ont pas non plus à le porter. En école primaire, dans les situations où la distance de moins d'1 mètre ne peut pas être garantie, justement là, il est conseillé, il est même obligatoire de porter un masque. Et puis collège et lycée, on en a parlé, dans les espaces clos, c'est obligatoire, même si effectivement il y a un peu un flou, parce que le ministre de l'Éducation a refait une nouvelle déclaration, alors je ne sais plus si c'était vendredi ou lundi, disant que si l'enseignant est à 2 mètres des élèves, peut-être qu'il peut ne pas porter le masque. Donc voilà, je pense qu'on aura des précisions sur ça à l'issue du Conseil de sécurité, donc peut-être dès cet après-midi à suivre en tout cas. Lorsque le masque n'est pas utilisé, si effectivement, l'idée, puis vous l'avez tous vu, hein, à utiliser un masque au quotidien, maintenant depuis quelques temps, voilà, on le met, on l'enlève. C'est vrai que théoriquement, dès qu'on l'enlève, il faudrait le jeter, mais sinon ça va être compliqué. Donc il y a 2 solutions. Soit effectivement, et je pense que c'est le plus simple, c'est le suspendre à un petit crochet, un porte-manteau, et c'est ce qui est conseillé. Et c'est ce qui me semble le plus simple. Sinon, il peut être stocké dans une pochette individuelle. Par contre, faire attention à ce que l'extérieur et l'intérieur ne se contaminent pas. La fourniture des masques. Les masques doivent être fournis par l'employeur pour les personnels, donc par les collectivités territoriales pour les ATSEM et par l'éducation nationale pour les enseignants.
En ce qui concerne les élèves, vous avez dû suivre le débat de ces derniers jours, hein, c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, aux parents de prendre en charge, sauf pour les familles dans une grande précarité où là, l'éducation nationale a indiqué qu'elle ferait le nécessaire. Après, je n'ai pas les détails de cette procédure. Voilà. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, même si de toute façon, à la fin de la partie sur l'aspect scolaire, on refera un petit point. Enfin, on vous laissera un petit temps pour poser des questions si vous en avez. Au-delà de ces questions, hein, distanciation physique bien entendu importante, port du masque, les gestes barrières. N'oublions pas hein, que la première mesure de prévention pour le coronavirus est l'application des gestes barrières. Donc ce guide le rappelle, hein, appliqué partout en permanence et par tout le monde bien entendu. Donc se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Et puis, bien entendu, hein, se saluer, mais là, maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs, hein, sans serrer la main ou sans embrassade. Le lavage des mains, justement, à l'eau et au savon. Donc, à réaliser fréquemment, le plus souvent possible, à minima à l'arrivée de l'établissement, pour les enseignants et les élèves, hein, avant chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, bien entendu, et le soir, avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile. C'est vraiment à chaque gros changement de lieu et d'activité où c'est nécessaire de se laver les mains. Le lavage des mains au lavabo peut s'effectuer sans mesure de distanciation physique. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez votre classe de maternelle, au lavabo, vous n'êtes pas obligé de faire un roulement ou de faire du 1 sur 2. Vous pouvez, puisqu'effectivement, ils vont se laver les mains. Donc, normalement, même s'ils salissent, même s'ils touchent les lavabos, ça va être nettoyé par le lavage des mains. Et puis, entre eux, après, en sortant, ils auront les mains propres. Donc, c'est vrai que le risque de contamination est un peu plus faible. Voilà. Le séchage se fait uniquement sur une serviette en papier jetable ou alors à l'air libre, tout simplement. Par contre, bien entendu, hein, les serviettes à usage collectif et en tissu sont à proscrire, puisque si les mains ne sont pas bien lavées, on peut avoir des traces de virus dessus. Et donc, toujours on privilégie l'eau et le savon, parce qu'on entend beaucoup parler de solutions de gel hydroalcoolique, mais c'est en fait uniquement quand on n'a pas de point d'eau, parce que quand on a un point d'eau à disposition, l'eau et le savon fonctionnent très bien. Voilà, donc le gel hydroalcoolique, c'est uniquement lorsqu'on n'a pas accès à un point d'eau. Et par contre, en école primaire, elle doit être effectuée sur la surveillance d'un adulte. Voilà, pour pas qu'il y ait de jeu, pour pas qu'il y ait d'usage détourné de cette solution, et puis qu'elle ne soit pas non plus ingurgitée. Ce qui concerne le brassage des élèves, vous vous souvenez, vous savez, hein, bien entendu, hein, les groupes ne devaient pas se croiser, on devait limiter un maximum les interactions entre les groupes d'élèves. Ce n'est plus d'actualité. La limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire dans ce nouveau guide, donc les classes peuvent tout à fait se mélanger. Il faut quand même garder certaines vigilances. Il faut quand même organiser la journée des activités pour éviter quand même un maximum. Ce n'est plus une obligation, mais essayez d'organiser, si vous pouvez, les journées scolaires pour éviter justement ces brassages d'élèves. Et les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d'élèves et ou de parents. C'est là où je vous disais qu'on reviendrait sur la notion de l'entrée des parents dans l'établissement. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est d'éviter un maximum les attroupements. Donc, si les faire attendre à l'extérieur, ça peut créer un attroupement, peut-être qu'il faut les faire rentrer via un flux ou en faire rentrer une partie. Si par contre c'est à l'intérieur où vous avez un goulot d'étranglement, peut-être qu'il vaut mieux les faire attendre dehors. Donc là, on rejoint le concept hein, de s'adapter à chaque situation d'établissement. Et enfin, les élèves et les personnels de plus de 11 ans portent un masque durant leur déplacement. Voilà. Et bien entendu, hein, maintenant, avec la déclaration du ministre de la semaine dernière, en collège et lycée, c'est bien au-delà des déplacements, c'est en permanence dans les espaces. Pareil, hein, pour ce qui concerne les transports scolaires, la limitation du brassage n'est plus obligatoire. Les collégiens et lycéens doivent porter un masque, mais par contre, voilà, même si le brassage est autorisé, hein, le masque doit être porté entre les élèves dans les transports aussi. Qui va de soi, puisqu'on peut considérer qu'un transport est un espace clos. Un bus scolaire, par exemple. En ce qui concerne la désinfection des locaux et des matériels, l'accès aux jeux, bancs, espaces collectifs est désormais autorisé. C'est-à-dire que les aires de jeu, les petites structures de jeu que vous pouvez avoir dans la cour de l'école sont tout à fait désormais accessibles aux élèves. Les objets partagés, maintenant, peuvent également être mis à disposition. Ballons, livres, jeux.
c'est vrai que ça simplifie un peu l'organisation. Effectivement, ça questionne, hein, comme je vous disais, ce guide a été pensé à un moment où l'épidémie était plutôt en déclin. Là, on aurait plutôt une petite réapparition. Donc voilà, à voir les évolutions à venir. En tout cas, les recommandations à l'heure actuelle sont celles-ci. Nettoyage des sols et des grandes surfaces, tableaux, bureaux, minimum une fois par jour. Et on a aussi une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans tous les espaces communs. Donc les poignées de porte, les chasses d'eau, par exemple. Voilà. Donc, voilà, je trouve que c'est important de pouvoir bien insister sur ça. Alors, dans le webinaire de juillet, qui lui aussi est accessible en replay et le document sur le site du centre de gestion, on vous donnera là encore le lien à la fin de la présentation. On avait fait on avait un peu approfondi ces questions de ménage. Et globalement, l'idée, c'est le ménage se fait avec les produits d'entretien courant. Voilà, on peut revenir à un nettoyage classique. Là, vous voyez, c'est pour ça qu'il parle de nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour. Voilà. Par contre, il y a une désinfection plus spécifique, là avec des produits Covid. Là encore, dans la présentation, vous retrouvez des références de ces produits-là. Voilà, mais il y a une désinfection plus spécifique pour les poignées de porte, pour les éléments touchés régulièrement par de nombreuses personnes. Pourquoi cette précision? Parce qu'à vouloir trop désinfecter, ça peut présenter de nombreux risques. Pour l'environnement, parce que c'est des produits qui sont quand même relativement agressifs pour l'écosystème. Pour les agents, parce que il y a un risque chimique, il y a des troubles musculo-squelettiques, des douleurs articulaires qui peuvent être créées par une suractivité d'entretien. Donc voilà, donc c'est vraiment à manier avec précaution. Et surdésinfecter ne sert à rien, notamment sur les sols. On avait les débats, à part dans les crèches où les enfants vont mettre les mains au sol. Là, dans une classe, le seul moment où la main va être en contact avec le sol, c'est quand on fait tomber un objet. Il vaut mieux désinfecter l'objet que surdésinfecter les sols. Voilà. Un nettoyage classique, en tout cas, suffit. Et là encore, je continue ma parenthèse, mais parce qu'on a des produits tensioactifs dans la plupart des produits d'entretien qui vont en fait casser l'enveloppe lipidique qu'il y a autour du virus et qui vont finalement le détruire très très rapidement. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'un lavage des mains à l'eau et au savon est aussi très efficace. Donc, il n'y a pas forcément besoin de tout désinfecter en permanence. Les tables du réfectoire sont nettoyées, bien entendu, comme d'habitude, et elles sont également désinfectées puisqu'elles sont mutualisées et qu'elles servent à de nombreuses personnes. L'aération des locaux est fréquente, toutes les 3 heures. Elle dure au moins 10 à 15 minutes et doit être fait au minimum 3 fois par jour. Donc, il donne des indications avant l'arrivée des élèves, durant les récréations, la pause méridienne et le soir. Donc là, on est plus 4 fois par jour. Mais l'idée, c'est un peu ça. Avant, et puis en début de journée, en fin de journée, et puis à chaque récréation et à la pause méridienne. Voilà, c'est important. Thomas détaillera un peu plus tout ce qui est aération dans sa partie, notamment par rapport aux entreprises, mais c'est un peu les mêmes principes qui s'appliquent. En cas de ventilation mécanique, on a entendu pas mal de débats, il s'agit de s'assurer tout simplement du bon fonctionnement et de l'entretien des filtres et du système de ventilation mécanisé. Là encore, sans vouloir empiéter sur la présentation de Thomas, le débat était par rapport à ça, en fait, sur la ventilation mécanique. Ce qui est important, c'est que votre ventilation sorte l'air. Ce qui est déconseillé, c'est une ventilation qui va brasser l'air au sein de la pièce. Donc, par exemple, un ventilateur sur pied, une climatisation sur pied sans sortie extérieure. Voilà. Parce que ça va mettre en mouvement l'air dans la pièce et du coup, ça va transporter le virus d'un bout à l'autre de la pièce. Alors que si vous avez quelque chose qui aspire l'air et le sort, ça va au contraire aspirer le virus et le sortir de la pièce. Voilà pour les principaux éléments au niveau scolaire. Dernier point, le guide préconise aussi, mais ça je pense que vous avez l'habitude et vous l'avez déjà fait, plutôt tout ce qui est des actions de communication et de formation, bien entendu, auprès des élèves et des parents, notamment. Les parents sont informés clairement de leur rôle et des procédures mises en place, bien entendu, pour qu'ils puissent les respecter. Il faut bien les informer de ce que vous proposez. Et les élèves bénéficient d'une information pratique sur les gestes barrières et aussi d'une petite formation. Voilà, donc les élèves, voilà, faut les former aux gestes barrières, bien sûr, pour qu'ils puissent s'appliquer, mais ça, vous l'avez déjà fait. Je pense que tous les parents ont vu leur enfant leur chanter une chanson ou leur parler des animaux qui se lavent les mains, enfin, voilà, donc ça, c'est déjà fait. Ce qui est peut-être le second point, avant de revenir au premier, ce qui est aussi important, c'est l'ensemble du personnel est formé aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque, pour eux-mêmes et pour les élèves. Alors, bien entendu, ça a déjà été fait,
Mais peut-être qu'à l'occasion de la rentrée, ça peut être intéressant de refaire lors d'une réunion collective. C'est pas une formation officielle au sens de 2-3 jours dans un organisme de formation, mais c'est refaire peut-être une petite réunion. Et pour ça, le guide précise que les médecins scolaires et les infirmiers de l'éducation nationale peuvent apporter leur appui au cours de ces actions de formation. Le centre de gestion aussi, pour les petites collectivités, n'hésitez pas à nous solliciter, solliciter le centre de gestion et plus particulièrement le service de prévention, pour qu'on puisse, si vous souhaitez, intervenir à distance ou en présentiel auprès du personnel pour justement pouvoir échanger avec eux sur ces mesures barrières et sur la manière de les appliquer au quotidien. Cette formation, après, doit être adaptée à l'âge des élèves, pris en charge et réalisée, si possible, bien entendu, avant la reprise des cours ou le premier jour. Voilà. Alors ça, pour l'adaptation à l'âge des élèves, c'est plus l'éducation nationale, mais en tout cas, il n'empêche que le centre de gestion pourra quand même vous apporter quelques éléments d'information à vous et aux équipes qui seront à pied d'œuvre à la rentrée scolaire. Et donc, la direction des établissements, c'est ce qui est préconisé dans le guide, si je reviens au premier point, avec l'appui de l'académie et de la collectivité, bien entendu, établissent un plan de communication et de formation détaillé pour informer, impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel. Bon, ça, c'est plus l'ossature. Ce qui est important, c'est de pouvoir informer les parents des procédures, expliquer aussi et former, entre guillemets, les élèves, et puis peut-être avoir un temps d'explication et de formation auprès de votre personnel. Voilà en ce qui concerne la partie sur l'aspect scolaire. Je ne sais pas, voilà, si vous avez des questions, j'en ai pas vu pour l'instant dans le chat. Voilà. Et oui, pour l'instant, il n'y en a pas plus que ça. Donc, Thomas, je vais te laisser poursuivre la présentation sur les aspects justement plus aéroportés, transmission aéroportée du virus. Alors, c'est un peu les nouveaux phénomènes. En fait, c'est presque, j'ai envie de dire, la jurisprudence chinoise d'un restaurant en Chine où ils avaient pu constater une contamination liée justement à la transmission aéroportée de personnes qui étaient assez éloignées sur des tables différentes, avec plusieurs interrogations qui ont fait justement le débat sur l'aération, sur la climatisation, sur la ventilation. Et ils ont pu ainsi constater que c'était plutôt un défaut de ventilation qu'une bonne ventilation qui avait conduit à cette transmission aéroportée. Alors, du coup, il y a une distinction, mais qui n'est pas si stricte que ça, c'est entre ce qu'on appelle les gouttelettes et les aérosols. L'aérosol, donc, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus longtemps en suspension dans l'air, en particules beaucoup plus fines, du nanomètre aux centaines de micromètres, et qui vont être un peu asséchés progressivement et qui vont, en fait, comme des poussières, en fait, qui vont pouvoir se promener beaucoup plus loin dans l'air. Les gouttes à la sortie du nez, c'est très propre, ou quand on tousse également, puisque c'est pareil, c'est sur la sortie de la bouche, vont avoir un diamètre moyen. Alors là, on a de 1 micromètre à 1 millimètre, donc on voit bien qu'entre 100 micromètres pour l'aérosol et 1 micromètre pour la goutte à la sortie du nez, ça se croise et ça se recoupe beaucoup. Donc la transmission aéroportée est favorisée par l'absence de masque, évidemment, puisque les gouttelettes les plus grosses, souvent, elles se déposent par gravité assez rapidement sur le sol. Par contre, celles de diamètre plus faible et plus légères sont portées dans le flux d'air et laissent en suspension des particules sous forme de résidus secs. Résidus secs, en fait, c'est puisque au fur et à mesure, l'eau s'évapore, mais donc c'est un peu ce que je vous disais, le principe des poussières. Une expérience suggère que l'infection peut se maintenir plusieurs heures avec les aérosols, d'où l'intérêt du port du masque pour limiter la propagation de ces aérosols. Certains auteurs ont montré que le port d'un masque chirurgical, qui est normalement plus efficace, diminue la concentration du virus. On est d'ailleurs content qu'il soit plus efficace, puisque une contamination pendant une opération, c'est quand même généralement assez malvenu, même si malheureusement ça peut arriver. La transmission par les aérosols se produit référentiellement dans une pièce fermée, non ou mal ventilée, donc la jurisprudence du restaurant chinois, où de nombreuses personnes sont rassemblées pendant une longue période. Il y a aussi d'autres conditions qui ont pu être mises en évidence dernièrement, notamment avec les cas de contamination qu'on a pu rencontrer dans les abattoirs. Donc les mauvaises conditions d'air et de flux d'air, les conditions de l'atmosphère, basse température, humidité. Alors, je parle des abattoirs, mais en production, en restauration scolaire, on va rencontrer les mêmes problématiques d'humidité et de température basse, notamment en préparation froide. Et les activités et efforts physiques pratiqués au sein des espaces clos, puisqu'évidemment, le débit d'air inspiré et expiré va être beaucoup plus important.
Donc, l'importance, évidemment, c'est l'aération des locaux. Comme on a pu le voir, de toute façon, les locaux sont... Il y a une obligation légale qui existe depuis 1982 d'aération générale et permanente de l'ensemble des locaux de travail. C'est même défini par le Code du travail, par une ventilation naturelle assurée exclusivement par les ouvertures de fenêtres. Donc, c'est un peu limité. Là, c'est s'il y a 15 mètres cubes pour des bureaux et des locaux où on a une faible activité physique, il faut 24 mètres cubes par personne, hein. Pour les autres travaux, donc l'activité va être un peu plus physique. Donc généralement, ça devient vite insuffisant d'avoir ce type de ventilation. Il faut être très vigilant, je pense, sur les vestiaires qui sont souvent petits, étroits et pas forcément très bien ventilés. L'article du Code du travail, lorsque l'aération est assurée par une ventilation mécanique, le débit d'air minimal a été défini. Là, c'est le travail des architectes qui, quand ils conçoivent des locaux, prévoit également la ventilation et l'aération obligatoire depuis 82, avec une définition des débits minimales d'air neuf par occupant. Donc les locaux, on est à 25 mètres cubes par heure et jusqu'à 60 pour les autres ateliers où les efforts physiques, 45 quand les efforts physiques sont importants. Ah, on me dit qu'on ne m'entend pas très bien. Alors, je vais rapprocher, je vais être en gros plan, je ne sais pas si c'est mieux là. Donc, les conclusions du Haut Conseil de la santé publique, c'est effectivement que la transmission aéroportée du virus doit être envisagée dans les espaces clos, notamment mal aérés ou insuffisamment ventilés. Je ne sais pas si c'est mieux au niveau sonore. Bon. La transmission par aérosol, sinon je peux parler aussi un peu plus fort, peut être tout particulièrement envisagée dans certains milieux professionnels particuliers, comme ceux qui ont des atmosphères froides et humides. Je parlais tout à l'heure des lieux de production en restauration, ou une densité en employés importante. Ce risque de transmission doit être pris en compte et intégré au mode de prévention de ces milieux. On peut utiliser par exemple les fiches de métier de l'INRS, l'Institut national en sécurité en santé, donc, qui fait énormément de travaux pour tout et qui est un site très intéressant pour tout sujet relatif à la prévention. Donc, les mesures de prévention générale, c'est de contrôle pour ce type de transmission pourrait reposer largement sur la réduction du nombre de personnes présentes, sur la durée des interactions à l'intérieur et sur la bonne ventilation. La distanciation physique et la protection des voies respiratoires, donc des masques, des personnes en contact, sont donc les axes majeurs de prévention du risque de transmission du virus. Ces mesures doivent concerner l'ensemble de la population puisqu'il existe des infections asymptomatiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, M. Véran s'est un peu énervé sur M. Bernard-Henri Lévy en disant que l'asymptomatique existait depuis fort longtemps puisqu'on est régulièrement porteur de virus et que ce n'est pas une... puisque M. Bernard-Henri Lévy avait fait un parallèle avec le malade imaginaire de Molière, donc en expliquant qu'effectivement, être porteur sain, ça existe depuis des années et que depuis longtemps, les personnes ils sont au courant. Donc, le rappel, c'est important du port systématique du masque par la population, d'un masque grand public, associé aux autres mesures barrières, évidemment, comme l'a rappelé Thomas pour l'éducation nationale, mais comme pour le milieu professionnel, avec une distanciation physique, l'hygiène des mains et le nettoyage des infections des surfaces et d'aération des locaux. Quand on a été déconfiné le 11 mai dernier, il fallait mettre en place tout un protocole d'entretien régulier des locaux. Là, on constate malheureusement qu'il y a de temps en temps une baisse de la tension, mais il faut toujours être vigilant au moins aux zones de contact collectives. Les portes qui donnent sur la salle de pause peuvent rester ouvertes, donc elles sont beaucoup moins touchées. Les portes des toilettes, c'est plus rare qu'on les laisse ouvertes. Donc là, pour le coup, ce qui est important, c'est que chacun, après chaque usage, nettoie le lavabo, la chasse d'eau, le verrou et les portes. Je ne sais pas si c'est fait systématiquement dans chaque collectivité, mais on est vraiment sur un point de contact collectif important, puisque même le protocole de mis en place où on devait faire un nettoyage toutes les 2 heures, si ça avait été nettoyé une demi-heure avant et que vous passiez en étant asymptomatique mais porteur sain et que votre collègue passait 10 minutes après, il pouvait quand même être contaminé. Donc c'est plus régulièrement après l'utilisation de chaque équipement touché collectivement.
Donc les recommandations, hein, donc c'est dans tous les lieux clos, publics et privés, un port masque grand public, de préférence en tissu réutilisable, couvrant la bouche et le nez. Éviter bien sûr d'avoir le nez en dessous, comme on voit, et puis répondant aux spécifications de la norme AFNOR. Les spécifications de la norme AFNOR sont très particulières, et dans les références, vous verrez ensuite, il y a un site qui a répertorié les tests et le nombre de lavages que pouvait faire avoir chaque masque. Donc c'est pour ça qu'on préfère vous dire de faire attention aux masques faits maison. Au fond, au moment du déconfinement, ce n'était pas forcément gênant puisque le port du masque n'était pas obligatoire. Par contre, au moment, maintenant que le masque devient obligatoire, il est quand même largement préférable, voire presque obligatoire également, d'avoir un masque conforme. Donc le port d'un masque à usage médical par les personnes à risque de forme grave est fortement recommandé, sachant que pour les personnes à risque particulièrement, elles peuvent aller voir leur médecin qui leur fera une prescription et elles pourront se rendre à la pharmacie pour être en plus remboursées de leur masque. Et en cas de rassemblement avec une forte densité de personnes, même en extérieur, le port du masque grand public est largement conseillé également. Ça, c'est un petit tableau qu'on vous a mis qui récapitule un petit peu les choses. Quand on est en extérieur, si la distanciation physique est respectée, rien ou un masque grand public à volonté. Pour les personnes à risque, rien, mais c'est aussi de leur responsabilité, ou un masque chirurgical. En milieu clos, c'est forcément un masque grand public pour les personnes sans risque et un masque chirurgical pour les personnes à risque. Pour les spectacles debout non placés, selon la situation en extérieur, ils peuvent être interdits, comme au Puy du Fou par exemple, ou avoir un masque grand public. Sur les situations interdites, sur les personnes à risque, soit c'est interdit, soit c'est un masque chirurgical. En milieu clos, c'est soit l'événement est interdit, soit c'est des masques grand public. Et pour les personnes à risque, toujours pareil, soit c'est interdit, soit c'est un masque chirurgical. Pour les spectacles assis, avec un espace d'1 mètre, donc on peut encore aller au cinéma et enlever le masque de temps en temps quand on a au moins un siège qui nous sépare des autres personnes. Pour les personnes à risque, il vaut mieux qu'ils conservent un masque chirurgical. Pour les milieux clos, c'est le masque grand public et le masque chirurgical, bien sûr, pour les personnes à risque. Pour les commerces, on a pu tous voir les obligations du port du masque. Alors, il y avait, je crois, ce week-end, une brocante qui a fait un peu débat, car tout le monde ne portait pas forcément un masque grand public, alors qu'il y avait un rassemblement important. Et pour les milieux clos, de toute façon, c'est obligatoire dans les commerces. Les salles de réunion, bon, il n'y en a pas en extérieur, donc c'est masque grand public et masque chirurgical. Les espaces particuliers, masque grand public ou chirurgical obligatoire pour les cabines d'avion et masque chirurgical pour les personnes à risque. Thomas, ouais, si tu me permets. Mais du coup, oui, en fait, c'est vrai que par rapport à ces masques, hein, notamment un masque en tissu mais fait maison, c'est vrai que on en parlait justement avec Thomas. Nous, en tant que préventeur, on se voit pas préconiser, à partir du moment où c'est devenu obligatoire, un masque fait maison. Pourquoi? C'est non pas pour critiquer les bonnes intentions, parce que c'était surtout en période de stock limité, on va dire. C'était au contraire, c'est ce qu'il fallait, c'était la solution d'urgence. Mais comme disait Thomas, à ce moment-là, ils n'étaient pas obligatoires. Parce que entre le masque fait main par ma voisine et par celle de Thomas, on va avoir des qualités de filtration forcément différentes. Donc voilà, donc c'est pas homologué. Enfin, certes, on peut nous dire que c'est fait en fonction de la norme, mais tout fabricant, au-delà des particuliers, là, je passe sur une dimension professionnelle, peut dire qu'il a respecté telle norme. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un organisme indépendant qui puisse contrôler. Et donc pour ça, vous avez effectivement le lien qu'on vous présentera à la fin dans les références du site gouvernemental qui référence l'ensemble des fournisseurs qui ont été homologués par la DGA, Direction Générale de l'Armement. Voilà. Parce qu'en fait, pour résumer, il y a 4 catégories de masques. Il y a les masques habituels, FFP2 chirurgicaux, qui eux ont une utilisation bien définie et claire dans certains contextes. Et puis après, dans les nouveaux types de masques, on a les masques homologués, donc ceux dont je vous parlais, par la DGA, donc catégorie 1 et 2, grand public, et puis après on a les masques fait maison. Voilà. Donc dans un cadre privé autre, un masque en tissu fait maison, oui, mais par contre voilà, dans un cadre professionnel obligatoire, effectivement, tournez-vous, enfin en tout cas c'est le conseil qu'on peut vous donner, vers des masques homologués. Voilà.
Et puis autre petite, c'est vrai que ton anecdote Thomas sur justement j'avais pas suivi le débat entre le ministre et de la santé, Monsieur Henri Lévy, mais c'est vrai me faire bondir sur une vision très hygiéniste de la santé, notamment en lien avec Pasteur, sur le fait qu'on a l'impression de vivre dans un environnement aseptisé, et dès qu'on a un virus, un microbe, on tombe malade. On le voit avec les pubs sur les mouchoirs, où vous voyez le mouchoir qui laisse des bactéries partout quand il roule par terre. La réalité est bien différente. La réalité, c'est qu'on a en permanence des milliers de bactéries sur les mains et on y résiste. Il y a un moment où c'est nos défenses qui sont plus faibles, qui font qu'on a une bactérie, un virus, avec lesquels on est en contact en permanence, qui vont rentrer dans l'organisme. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez notre service de médecine qui a ce qu'on appelle une boîte à coucou, qui permet de voir les saletés sur les mains, enfin, de voir un peu après un lavage de main les résidus qui peuvent rester. Et on s'aperçoit que même en se lavant bien les mains, il en reste. D'où aussi toute la politique qu'on entend sur le bon protocole pour se laver les mains. Voilà. Thomas, je te laisse poursuivre. Je fais des digressions également. Un petit peu d'histoire, puisque il faut savoir qu'avant les années 1800, même les anciens considéraient que l'eau était dangereuse, et que c'est Ignace Semmelweis qui, donc un gynécologue obstétricien, essayait d'insister pour que les gens se lavent les mains, notamment les étudiants qui, après avoir disséqué des cadavres, allaient accoucher des femmes qui mouraient souvent en couche, puisque du coup, il leur propageait des virus, et il a eu beaucoup de mal. Il a fini par se suicider parce que personne ne voulait l'écouter sur l'importance du lavage de mains, même avant Pasteur. Bon, c'était une petite digression, excusez-moi. Donc les évolutions des règles sanitaires dans le cadre professionnel, l'introduction, donc recrudescence du nombre de cas Covid, notamment dans les milieux professionnels, puisque les autorités sanitaires ont constaté que 24% des contaminations, donc un quart, pouvaient être liées aux maladies, enfin au travail. Donc trois objectifs dirigent les évolutions du protocole national de déconfinement, puisqu'on a maintenant une nouvelle recrudescence de cas. Transformer le protocole de déconfinement en un protocole plus pérenne, ça on l'espère, puisque ça change quand même assez régulièrement sur ce qu'il peut y avoir à faire, qui vise à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, prendre en compte l'évolution de la situation sanitaire, puisqu'effectivement on a de nouveau une recrudescence de cas de contamination, avec 16 000 la semaine dernière, je crois, et intégrer de nouvelles recommandations formulées par le Conseil de santé publique. Donc le port du masque. Alors le masque, pour revenir là-dessus, ce n'est pas un EPI au sens du Code du travail, puisqu'il ne protège pas son porteur, ce qui est l'objectif d'un EPI, mais l'environnement de celui-ci. Donc, quand vous portez un masque, vous ne vous protégez pas vous, vous protégez les autres pour éviter justement de transmettre ce qu'on a pu voir tout à l'heure, les gouttelettes ou les aérosols. Donc, le port de masque doit être systématisé le plus possible partout, salle de réunion, open space, couloir, vestiaire, bureau partagé. Le port de masque ne s'impose pas dès lors qu'il y a une personne présente seule dans un bureau et que l'activité exercée, sauf dans les espaces extérieurs, ce port de masque a été rendu obligatoire par les communes. L'étude à venir avec le Haut Conseil de la santé publique sur les conditions envisageables d'adaptation de ces nouvelles mesures. Oui, puisqu'il y a donc Elisabeth Borne qui réfléchit à la façon dont on peut quand même adapter, notamment pour un certain nombre de métiers, puisque pour les animateurs radio, pour la télévision, pour un certain nombre de choses comme ça, ils réfléchissent sur comment on peut adapter la mesure. Ensuite, je lis aussi ce matin sur les difficultés d'enseigner avec un masque, notamment sur tout ce qui est le non verbal, mais déjà bien entendre ce que l'enseignant dit, mais en plus tout ce qui est prosodie du langage, tout ce qui est visuellement, tout ce qui est interprétation, et qui donne aussi des indications pour les enseignants et qui facilite en fait l'empathie entre l'enseignant et Thomas, tu veux intervenir? Oui, on a une question en fait. Quelqu'un nous demande justement si les masques offerts par la commune ne sont donc pas recommandés par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur les masques artisanaux. En fait, disons que c'est la dernière étape. Voilà. C'est-à-dire qu'à défaut d'eux, effectivement, c'est mieux que rien. Mais oui, les communes ont souvent offert des masques faits maison. Voilà, c'est bien. Comme on vous disait, c'est dans un cadre professionnel où c'est obligatoire et l'employeur a un devoir d'assurer la santé et sécurité. Pour être irréprochable, moi, je conseille à l'employeur de prendre un masque homologué. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, dans un cadre privé autre, voilà, donc comme ce qui a été offert par les communes aux citoyens, voilà, utiliser les masques en tissu. Ça reste
Ça reste ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ces masques ont été offerts en mai. Je ne pense pas, alors peut-être qu'il y a des communes qui ont refait des distributions, mais je pense qu'ils ont épuisé leur quantité de lavage maximale. Donc de toute façon, il va falloir renouveler. Donc au moment de renouveler, orientez-vous si possible vers des masques homologués par rapport à ça. Pour être tout à fait clair, hein, dans la question-réponse sur les masques du gouvernement, en juin, il était écrit clairement que les masques artisanaux n'étaient pas recommandés. Voilà. Ils ont modifié. Et la phrase qui a pu vous présenter Thomas, attention, les masques faits maison ne sont pas aussi fiables, c'est aussi issu là du gouvernement, du site gouvernemental sur la question-réponse sur les masques. Voilà. Donc c'est nuancé, ce n'est pas recommandé, c'est juste attention. Donc nous, c'est aussi ce message-là qu'on vous relaie. C'est juste, ils ne sont pas contrôlés. Donc vous pouvez avoir de tout. Maintenant, vous avez dû le constater vous-même, hein, entre un masque homologué et un masque artisanal, rien qu'en termes de respirabilité, parce qu'il y a l'aspect filtration, mais il y a l'aspect respirabilité, c'est beaucoup moins respirable, c'est beaucoup plus souvent dense comme tissu, et les autres, ceux qui sont homologués, sont beaucoup plus faciles à porter. Et dernier point, pour avoir parlé avec des personnes qui ont pu en faire, tous quasiment m'ont dit, respecter la norme AFNOR sur les dimensions du masque, la forme, pas de souci. Sur le tissu, ça a toujours été très compliqué. Et certains m'ont dit, je suis même allé voir un professionnel du tissu qui était incapable de me donner un tissu correspondant, de traduire la norme en tissu concret. Et alors que c'est le tissu qui va faire la filtration et la respirabilité. Donc voilà, donc c'est juste un point de vigilance. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas recommandés, mais si vous pouvez avoir des masques homologués, voilà, vous aurez un gage de qualité et de sécurité supplémentaire. Voilà. Et pour un employeur, je pense qu'il faut avoir ce gage-là. Après, pour un particulier dans la vie de tous les jours, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà. J'espère avoir été clair et répondu à votre question. Thomas, je t'en prie. Merci, effectivement, je n'avais pas vu la question. Donc, pour continuer, hein, bien sûr, et il faut ne pas oublier les autres mesures barrières complémentaires. On est déjà revenu dessus plusieurs fois. Donc la distanciation physique, évidemment, le lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, mais le savon est aussi efficace et le gel est des fois peut-être plus irritant au fur et à mesure. Le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail, et surtout et essentiellement, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, les surfaces de travail collectives, hein, poignées de porte, d'accès, et essayer aussi de limiter, tant que faire se peut, le partage d'outils. Je pense aux métiers techniques également, hein, si on est avec une débroussailleuse, qu'on a travaillé dessus toute la matinée, soit on la désinfecte, soit on évite que ce soit un autre collègue qui la prenne l'après-midi. Après, bien sûr, tout ça, c'est une sorte, enfin, c'est essentiellement des compromis, puisque si on a fait une débroussailleuse déjà toute la matinée, si on doit faire de la débroussailleuse toute la journée, ce sont les vibrations qui vont poser problème. Donc on est, comme l'a évoqué Thomas par exemple avec le surnettoyage éventuel, sur un compromis entre les risques, puisque un nettoyage plus important va entraîner peut-être des troubles musculo-squelettiques. L'utilisation exclusive d'un outil va éventuellement entraîner des problématiques de vibration, de problèmes lombaires. Donc c'est comment on arrive à trouver les meilleurs compromis entre tout ça, en désinfectant aussi des outils. Il y a les outils, la souris, généralement, on a la sienne, mais il arrive que le collègue vienne nous dépanner pour nous expliquer comment on fait une manipulation sur Excel. Il faut être aussi vigilant dans ce type de situation. Et les crayons aussi, quand on est sur des postes d'accueil, de savoir si les gens viennent avec leurs crayons, comment on les désinfecte, les copieurs avec les touches digitales maintenant. Le télétravail, alors maintenant le télétravail n'est plus vraiment la norme, mais il reste quand même une organisation de travail à privilégier. Donc ça participe à la démarche de prévention du risque d'infection puisque ça va limiter quand même le nombre de personnes présentes et donc ça limite l'affluence dans les locaux. Les adaptations requises dans le cadre du recours au télétravail en période de pic épidémique sont en cours de réflexion. Après, au jour d'aujourd'hui, donc, il reste à privilégier essentiellement pour les personnes fragiles ou qui ont une personne fragile dans leur entourage. Quand il n'est pas possible, il leur est proposé d'aller voir leur médecin traitant pour demander justement une éviction, mais ça reste un arrêt de travail. Donc si l'épidémie dure, ça peut être compliqué également. Donc, je laisse Thomas vous présenter un petit peu les références en espérant qu'on a été à peu près clair. C'est notre deuxième, on fait ce qu'on peut aussi, on espère que ça a pu vous intéresser et vous apporter quelques éclairages.
N'hésitez pas à poser vos questions le temps que je présente les quelques références si vous en avez. Mais c'est vrai qu'effectivement sur le télétravail, hein, pour rebondir sur ce que disait Thomas, c'est vrai que voilà, là ils sont en train d'essayer un peu de relancer ça parce que tout le monde a un peu mis ça en stand-by et donc voilà, la règle est toujours la même, comme l'a dit Thomas, ce n'est plus obligatoire, mais c'est une pratique à privilégier. Mais voilà, je pense qu'ils essaient de le redynamiser, donc à voir ce qui va sortir du Conseil de sécurité de ce matin. Et comment sera actualisé le guide. L'intérêt aussi, c'est à partir du moment où le masque est obligatoire dans les espaces clos à plusieurs. Si vous avez un bureau à 2, même à 4 mètres l'un de l'autre, vous êtes obligé de porter le masque toute la journée. Donc c'est vrai que s'il y en a un sur deux qui fait du télétravail, ça fait que celui qui est présent n'est pas obligé d'avoir un masque. Donc ça peut aussi soulager ça, parce que porter un masque en permanence, ce n'est pas toujours confortable. Je vois qu'on a des remarques ou des questions. Je ne sais pas si Thomas a eu le temps de les lire. Alors, j'en ai vu plusieurs qui sont arrivés d'un coup. Pour les espaces de restauration, il faut, je pense, limiter le nombre de personnes qui sont dans la salle de restauration collective en essayant de respecter justement la distanciation physique, puisqu'on va appliquer en fait les mêmes principes que pour un restaurant. Donc, essayer de se dire, nous par exemple sur le centre de gestion, où on a un espace de restauration collectif, on a limité la fréquentation pour justement s'assurer qu'on puisse respecter cette distanciation pendant la pause déjeuner, où on ne peut pas évidemment déjeuner avec un masque. Oui, et puis, excuse-moi Thomas, le guide était très clair au niveau du scolaire, la distanciation n'est plus la règle. Voilà, c'est essayer de la faire respecter si vous pouvez, mais ce n'est plus obligatoire. Alors peut-être qu'il y aura des évolutions, mais le guide en l'état à l'heure actuelle n'impose pas de respecter. Je peux vous remettre la diapositive si vous voulez, mais n'impose pas de revoir. Voilà, dans les espaces clos, la distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. Cette règle concerne tous les espaces, salle de classe, atelier, réfectoire, cantine. Voilà. Donc là, sur ça, le guide est clair. Oui, Thomas, vas-y, je t'en prie. Autre question que j'avais vue avant, mais il fallait que je remonte. Est-ce que le CDG accompagne les responsables de service dans la prévention des risques professionnels psychosociaux en cas de télétravail prolongé ou en cas de retour sur site après une longue absence? Alors oui, il y a même eu une démarche que Thomas a pu mener avec conjointement de Carac sur un accompagnement des responsables de service. Je vais lui en parler un peu. Après, le télétravail prolongé, alors c'est aussi dans ce qu'on a pu mettre en place même sur le centre de gestion, un questionnaire aussi aux collègues pour avoir une idée de leur ressenti, où on a pu évaluer leur ressenti confinement, leur ressenti retour, sachant qu'en plus, on parle de télétravail, on commence à parler de télétravail, mais on était beaucoup plus sur du travail à distance, puisque on avait une partie des outils, mais on n'avait pas l'ensemble des outils. Un véritable télétravail, on est vraiment équipé, et par son employeur, et par, aussi bien en termes matériels, logiciels, qu'éventuellement espace, si on a besoin d'un siège adapté ou quelque chose comme ça. Comment dire, là par exemple, nous, sur les parties de travail à distance, on n'avait pas forcément d'accès téléphonique. Donc on essayait de renvoyer sur les boîtes mail pour gérer les choses par mail. Donc c'est aussi la limite du travail à distance par rapport au télétravail. Après, sur les recommandations normales du télétravail, c'est généralement de le limiter à 2 jours par semaine. La spécificité, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est pour les personnes à risque. C'est un complément. Je termine. Oui, je pense que la question tout à l'heure, c'était sur la restauration collective, moins sur les enfants que sur le personnel par rapport aux agents. En fait, on avait les deux. On avait une question sur la cantine scolaire dans le chat. C'est pour ça. Mais du coup, j'avais pas vu moi c'est dans question-réponse. Donc voilà. Mais effectivement, il y a les deux aspects. L'aspect professionnel où la règle de distanciation n'est plus de toute façon obligatoire. En fait, pour revenir sur voilà, tu l'as déjà dit, mais là encore, c'est comme la jauge des 4 mètres carrés au niveau professionnel, ce n'est plus une obligation. C'est un indicateur, vous pouvez vous en servir pour estimer le nombre de personnes qui peuvent être dans un espace. La règle, c'est ça, c'est de respecter 1 mètre d'écart. Donc la règle dans les espaces de restauration collectif professionnel est de respecter 1 mètre d'écart. Voilà. Les 4 mètres carrés par personne, c'est indicatif, mais ce n'est plus obligatoire. Il y a une autre question sur le fait de supporter mal le masque. Alors, il faut savoir, par exemple, les masques chirurgicaux, comme d'autres types de masques tissus, peuvent contenir du polypropylène, pour lesquels certaines personnes peuvent être allergiques. Donc là, je vais les encourager surtout à aller voir leur médecin traitant pour préciser cette allergie
et de voir avec le médecin quel masque pourrait être le plus adapté. On a déjà fait quelques recherches en ce sens puisqu'on a eu une situation. Après, sur l'asthme, c'est un peu compliqué. S'il faut choisir un masque, et là pour le coup, j'aurais plutôt tendance à recommander les masques chirurgicaux pour des situations d'asthme qui respirent mieux quand même que les masques tissus. Et pour les maladies de peau, il y a, donc on a aussi ce type de questions, il y a un certain nombre de préconisations de dermatologues. Vous nous faites un mail, on peut vous les envoyer, on avait fait une synthèse, on va peut-être faire une fiche avec Thomas pour ces préconisations-là si vous souhaitez qu'on pourra mettre en ligne également, puisqu'effectivement il peut y avoir des conseils. Alors si on est sur un eczéma fréquent, là on va peut-être avoir des difficultés, il faut privilégier le télétravail. Si c'est juste des irritations, c'est le lavage, toutes les dispositions avant de mettre le masque qu'on pourra vous transmettre. Oui, effectivement, voilà. Et puis il vous faut un certificat médical, voir si le certificat médical est valable. Enfin voilà, voir si l'agent a un certificat médical ou pas. Après, effectivement, hein, c'est comme tous les EPI, il faut trouver un compromis et voir ce qui peut, voilà, ce qui peut être proposé à l'agent. Voilà, je pense que voilà. Après, faut pas hésiter pour des questions plus particulières et des situations plus particulières à nous dire, à nous solliciter directement. Et du coup, on a une dernière question. Si dans une cuisine scolaire, on n'a pas 1 mètre de distance possible, et ben dans ce cas, c'est port du masque obligatoire. Parce que la règle, alors de toute façon, maintenant, c'est devenu obligatoire que le mètre soit respecté ou pas, mais avant, la règle, c'était respecter 1 mètre de distance. Et si vous ne pouvez pas, dans le cadre professionnel, hein, les agents doivent porter un masque. Voilà. Donc, et de toute façon, maintenant, le port du masque est obligatoire en permanence. Donc, bien entendu, si le mètre de distance ne peut pas être respecté, c'est pas pour ça qu'il faut stopper l'activité. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, faut que les agents portent un masque et de toute façon, là, ils vont devoir le porter en permanence. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions. Thomas, est-ce que tu as d'autres compléments d'information? Il reste la présentation également des autres liens. Oui, bah oui, ça, j'allais le faire, mais je voulais m'assurer avant de la faire que c'était bon pour toi. Ok. Pour moi, oui. Ok, donc en termes de liens, hein, donc là on vous remet déjà tous les documents qui ont servi à l'élaboration de cette présentation, donc le protocole sanitaire pour la rentrée. Je vous ai mis le lien, comme ça s'il est actualisé, j'espère que le lien sera toujours valable. L'avis du Haut Conseil de la Santé publique du 14 août, qui justement parlait de la transmission aéroportée du virus et qui a conditionné l'adaptation des différents guides. Le communiqué de presse sur l'évolution des règles sanitaires dans le cadre professionnel, communiqué de presse gouvernemental, mais le guide, j'espère qu'il sera actualisé prochainement. Et effectivement, le site de l'INRS, qui est une référence en termes de santé et sécurité au travail, leur page, l'INRS, Institut National de Recherche en Sécurité, leur page prévention Covid, où là vous avez vraiment énormément d'informations sur l'aération des locaux, sur les masques, sur à peu près toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et puis les fiches métiers INRS, parce qu'elles sont citées dans le guide du protocole, dans le communiqué de presse, si je ne me trompe pas, d'évolution des règles sanitaires, où là justement vous avez aussi des préconisations par métier hors Covid, mais c'est aussi important d'intégrer la prévention du Covid à la politique de prévention des risques professionnels. Et enfin, donc le site gouvernemental dont vous parlez, avec la liste des fournisseurs des masques grand public homologués, ce qui vous permet d'avoir un gage de sécurité supplémentaire. Et puis donc le site du CDG, le site et la page Covid, où vous pouvez retrouver tous les documents. Le webinaire, le replay va être mis de ce webinaire-là et aussi de celui du précédent de juillet qui n'est pas mis et qui sera mis. La présentation. Et vous avez vu qu'il y avait des petits boutons retour au sommaire et des liens sur lesquels vous pouvez cliquer parce que sous format PDF auquel vous accéderez, vous pourrez naviguer plus facilement d'une partie à l'autre. Effectivement, sur cette page, vous avez de nombreux outils et notamment justement ce dont parlait Thomas sur l'accompagnement RPS des managers et plus largement dans cette période de crise sanitaire. Donc globalement, le centre de gestion propose effectivement des accompagnements RPS, quelle que soit la difficulté rencontrée par la collectivité. Et effectivement, on a développé donc un accompagnement particulier dans cette période de confinement avec l'ARACT, Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail Nouvelle-Aquitaine, et on a conjointement élaboré avec eux 2 outils, un outil de questionnaire individuel, alors à adapter, et plutôt un outil collectif pour animer des réunions de groupe. Donc voilà, donc là, il ne faut pas hésiter à nous recontacter pour qu'on puisse en parler, voir ce qui est le plus adapté, parce que ces outils sont disponibles au format PDF, mais on peut vous les envoyer en Word ou Excel.
parce que le but, c'est vraiment de les adapter à chaque situation et aux situations rencontrées par les collectivités. Voilà, il est 11h01, on est dans le timing, donc ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas de réaction dans les questions-réponses ou dans le chat. Thomas, c'était bon pour toi. Donc, on vous remercie vivement de votre participation. Et puis, alors on espère pouvoir en faire prochainement hors sujet Covid, notamment sur le rôle des élus nouvellement arrivés. Voilà, faire un petit guide, une petite présentation sur ce sujet-là, voilà, sur des conseils pour les nouveaux élus en termes de santé, sécurité au travail. Mais les actualités sont ce qu'elles sont, donc à voir quel sera le prochain sujet. En tout cas, on vous remercie vivement pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir à tous.